Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit interview. Dans cette petite interview où nous recevons mademoiselle ou madame Inès Yabar. Nous sommes Arinsou et Elissa, des jeunes reporters internationaux de l'école La Clairefontaine de Fort-Dauphin. Et nous avons l'immense honneur et aussi remercions madame Inès Yabar d'avoir accepté cette petite interview. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, pardon? Enchantée de vous rencontrer. Moi, je m'appelle Inès Yabar, je suis péruvienne. J'ai fait mes études au lycée français de Lima, au Pérou. Et maintenant, je travaille à la Fondation des Nations Unies dans tout ce qui est leadership de jeunes, aider à atteindre les objectifs du développement durable et comment faire des projets qui permettent qu'on atteigne nos objectifs comme humanité. Ok, très intéressant. Et justement, est-ce que le fait d'avoir grandi avec plusieurs cultures, que ce soit la culture européenne avec le lycée français et la culture péruvienne, ça vous a, on va dire, poussé à aller dans ce que vous faites actuellement ou plutôt influencé dans votre vision du monde actuel? Oui, je pense que totalement, oui. Euh, avoir une vision du monde différente dès que j'avais 3 ans, pas seulement celle du Pérou, ma mère est britannique, du coup le côté britannique aussi, le côté français dans les études. Connaître 3 langues, ça permet aussi d'avoir des interprétations différentes du monde, même avec la langue en soi et les différents mots qu'on utilise. Ça m'a permis de voir le monde d'une manière différente et ça m'a aussi donné l'opportunité de partir ailleurs, de faire mes études en France et de voir des réalités différentes. Et maintenant, je travaille avec des personnes du monde entier, ce qui me permet aussi de mettre en pratique ce que j'ai appris quand j'étais plus jeune et d'apprendre encore plus sur le monde à travers les yeux de personnes qui sont peut-être comme vous à travers un écran, mais qui peuvent aussi rapporter des nouvelles visions à ma vie. Ok. Et étudier en France grâce à la bourse d'excellence majeure, qu'est-ce que ça représente pour vous? Mon père a dit que c'était mon premier salaire. Donc, du coup, voilà, c'était la première fois où je dépendais plus de mes parents, mais je pouvais vraiment devenir indépendante. Ça m'a donné l'opportunité, bien sûr, d'aller en France, ce que j'aurais pas pu faire si j'avais pas la bourse. Et 5 ans de pouvoir faire des études dans un pays qui n'était pas le mien, mais qui m'a ouvert ses portes. Donc, pour moi, c'était une grosse opportunité aussi de pouvoir faire des études sans avoir à me préoccuper pour les ressources que j'avais. Et du coup, ça m'a donné l'opportunité, par exemple, de faire des bénévolats, de m'investir dans des espaces pour lesquels j'étais passionnée, de générer des projets qui avaient un impact et qui, par la suite, ont amené à que je puisse maintenant m'investir plein temps dans des projets qui ont à voir avec les objectifs de développement durable et aussi de rencontrer plein de personnes à travers la bourse qui avaient des parcours peut-être différents, mais qui en même temps avaient cette opportunité d'avoir un réseau de personnes dès qu'on arrivait en France sur lesquelles on pouvait compter. D'accord, merci beaucoup. Vous nous avez parlé précédemment de vos engagements, que ce soit dans l'écologie, chez les femmes ou quoi que ce soit. Et en fait, moi, j'aimerais vous demander déjà, est-ce que vos études en France, elles ont contribué à vos engagements actuels? Et si oui, comment justement ces études-là, elles ont forgé la femme que vous êtes actuellement? Alors, j'ai étudié en première année la politique et la sociologie, donc c'est sûr que dès la première année, s'investir d'une manière sociale était important. Après, j'ai changé mes études, certes. Je pense que c'était quelque chose qui était pleinement déjà en moi. J'avais ces intentions de m'investir dans l'écologie, dans l'humanitaire. Et c'est vraiment dans le master où j'ai pu le faire au niveau des études. J'ai fait un master en gestion de projets internationaux en développement durable à l'école 3A a un focus sur l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Et c'est là où, même pendant mes études, j'avais accès à
des enseignants qui avaient travaillé sur le terrain pendant plein d'années ou le faisaient encore, et avec plein de personnes qui voulaient changer le monde. Et je pense que quand on est entouré de personnes qui veulent le faire aussi, on se sent moins seul. Et avec les valeurs françaises, c'est sûr qu'il y a c'est tellement facile de créer une association en France que c'est quelque chose que j'ai fait même pas une année d'être arrivée en France. Et donc, ça m'a permis aussi de rencontrer plein de personnes à travers les associations. Mais bien sûr, les études, ça a joué un gros rôle aussi dans ce que je fais aujourd'hui. Alors, vous étiez dans un lycée français au Pérou et vous êtes ensuite allé en France. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, la francophonie, et quelles sont les valeurs de la francophonie qui vous tiennent à cœur? Bon, je pense que les valeurs françaises de base, liberté, égalité, fraternité, c'est déjà quelque chose que j'ai appris depuis que j'ai 3 ans. Mais j'ai eu la chance aussi de faire un échange au Québec, à Montréal, et après ensuite de voyager dans d'autres pays francophones à travers mes engagements. Et je pense que justement, le fait d'avoir une culture qui est peut-être en France différente que dans d'autres pays, mais en même temps, il y a certaines similarités, permet, comme j'ai dit avant, de se sentir plus accompagné et en même temps de justement avoir ces valeurs qui sont la base des engagements de personnes en France. Comme j'ai dit avant, la création d'associations est tellement facile en France que je pense que ce désir d'avoir une égalité que ce soit homme-femme, que ce soit dans la pauvreté, que ce soit même l'égalité avec les futures générations, qui est quelque chose que je travaille actuellement dans le développement durable. L'accord de Paris qui a été créé, c'était en France justement par rapport au changement climatique. Toutes ces valeurs, pour moi, sont maintenant une partie très forte dans mes engagements au travail aussi, même si j'habite plus en France. C'est quelque chose que je pense restera avec moi toute ma vie. Et justement, vous nous avez parlé de ces valeurs de la France, de la francophonie, en fait. Et donc, ces valeurs-là, elles vous ont été inculquées peut-être, ou encore vous les avez suivies grâce à la francophonie. Donc, moi, j'aimerais vous demander comment la langue française a-t-elle été vecteur d'influence dans votre carrière professionnelle actuelle? On dit souvent que le français est la langue de la diplomatie. Et du coup, je travaille dans un secteur où justement c'est une des langues officielles de l'ONU. Et ça ouvre beaucoup de portes. Je connais plein de personnes qui sont péruviennes et qui parlent que espagnol. Et du coup, ça limite les opportunités qu'on peut avoir d'interagir avec d'autres cultures. Après, la majorité peut peut-être parler anglais. Mais voilà, ça ferme aussi à toute une partie de l'Afrique, par exemple, qui ne serait pas accessible si on ne parlait pas français. Donc, parler français, pour moi, ça a permis de connaître plus le monde, mais aussi de pouvoir aider plus. Parce que je pense que dès qu'on comprend une langue, on comprend aussi des styles de vie, on comprend euh, des histoires, on comprend l'histoire. Et, et comme j'ai dit dès le début, ça m'a permis, même avec les nouveaux mots, d'avoir une vision du monde un peu différente. Et j'ai vécu pendant une année au Sierra Leone. Et c'est pas un pays qui parle français, mais il y avait même certains mots français dans leur langue, le criot. Donc, comprendre un peu l'histoire du Sierra Leone, qui est un pays qui a reçu plein d'esclaves qui étaient libérés, et savoir qu'une partie de cette langue est venue avec eux jusqu'au Sierra Leone, je pense que ça aide à comprendre l'histoire d'un pays et à aussi comprendre comment on peut mieux l'aider. Alors, vous nous avez parlé des ODD tout à l'heure, les 17 ODD. Donc, vous, à votre échelle, comment est-ce que vous voyez l'impact de votre travail sur les questions environnementales actuelles? Hmm. Oui, c'est un peu dur de dire souvent avec les objectifs du développement durable qui sont si grands, l'impact au niveau mondial, mais on va dire au niveau local, un exemple très concret, par exemple, au Pérou, on a planté des algues dans l'océan.
pour créer une petite forêt qui génère un espace pour que les poissons puissent nager plus librement ou se protéger, on va dire, d'être pêchés ou tellement pêchés. Et en même temps, on mesure la capture de carbone de ces algues. C'est à très petite échelle, c'est vraiment dans une plage au Pérou, mais ça nous a permis de voir que n'importe qui peut vraiment porter des actions locales pour aider à atteindre ces objectifs. Et après, à travers mon travail plus formel, j'aide plein de jeunes autour du monde à générer des projets comme ça. Et je peux voir comment juste aider quelqu'un dans son projet permet de créer un impact dans la vie de personnes qu'on ne connaît même pas. Il y a un jeune qui vient de Pologne et qui crée un projet de santé mentale pour les personnes qui vont souffrir les effets du changement climatique dans des petites îles. Il y a quelqu'un d'autre qui apprend à des communautés, des communautés de personnes indigènes dans la forêt amazonienne sur le changement climatique pour qu'elles puissent faire des changements dans comment elles parlent de ça aussi autour d'elles ou comment elles sont préparées au changement climatique. Et comme ça, il y a plein de projets partout dans le monde qui font la même chose. Et du coup, je pense que même si on ne voit pas l'impact au niveau mondial, parce qu'on sait déjà qu'on a passé les 1,5 degrés de l'accord de Paris, on sait déjà qu'il y a beaucoup d'effets climatiques dans les pays qui ont contribué le moins au changement climatique. On peut voir que les actions locales génèrent des impacts dans des communautés et on espère que la multiplicité de tous ces projets servent aussi à générer un impact dans le monde à plus long terme aussi. Vous nous avez dit que vous aviez planté des algues au Pérou. Est-ce qu'actuellement, pardon, vous avez des projets ou des initiatives en préparation? Oui, ben ça, c'en est un qui va finir en janvier de l'année prochaine. On a un nouveau projet qu'on a commencé il y a 2 semaines qui a par contre pas à voir avec le changement climatique, mais plus avec l'éducation, le DD4. On travaille avec la maison Ronald McDonald au Pérou et on apprend à des enfants les enfants qui sont là, c'est des enfants qui ont souvent des traitements pour le cancer qui habitent dans des parties du Pérou un peu plus éloignées et viennent à la capitale pour avoir justement des sessions de chimiothérapie, etc. Et on leur apprend à créer des objets en 3D. Donc, ils dessinent. Ensuite, on leur apprend à faire leur dessin en 3D et on l'imprime pour eux. Donc, c'est une manière pour leur apprendre à utiliser du matériel technologique à imaginer dans une situation où ils sont peut-être pas mis dans des situations pour être enfants et peut-être pourquoi pas à long terme qui veulent avoir des emplois dans la technologie en les aidant justement à connaître que c'est une possibilité. Donc ça, c'est un des projets qu'on est en train de faire actuellement. Et puis pour cette année prochaine, je vais beaucoup plus me focaliser sur ce qu'on appelle le storytelling. Donc, je vais commencer toujours dans la fondation, mais je vais bouger un petit peu de l'advocacy dont on a parlé tout à l'heure, plus au storytelling qui aussi générait des histoires qui font que les personnes veulent prendre action. Euh, donc, j'interviewe des enfants et on imagine leur vie en 2100. Et on se dit, qu'est-ce qui se passerait si on atteint les objectifs du développement durable et qu'est-ce qui se passerait si on ne l'atteint pas? Et on est en train de faire une petite série animée de plein de différents enfants autour du monde qui montrent justement que si on a atteint ces objectifs, leur futur sera bien sûr beaucoup mieux que si on ne les atteint pas. Et on espère que ça, en le montrant à des présidents, à des personnes qui prennent des décisions, ils sentent l'impact vraiment réel au-delà des chiffres dans la vie de plein d'enfants. Et je suis sûre qu'il y aura plein d'autres projets qui arriveront dans l'année, mais ça, c'est deux des projets pour lesquels je suis plus passionnée. Je vois, merci beaucoup. Alors malheureusement, on approche de la fin, donc je vais peut-être vous poser une dernière question. On a vu que vous étiez quelqu'un de très inspirante
pour les jeunes en général. Et justement, quel message souhaiterez-vous adresser à ces jeunes qui sont prêts et qui veulent s'engager? Et quels sont les conseils que vous leur donneriez? Je dirais, attendez pas à vous engager. Voilà, c'est la première chose. Parfois, on pense qu'on a besoin d'avoir des études plus avancées ou d'avoir des contacts ou d'avoir quoi que ce soit. Moi, quand j'ai fondé mon association en France, j'avais rien. La première année, on a réussi à avoir 600 € en donation, ce qui était déjà assez pour construire une maison, par exemple, dans un pays en Amérique latine. Donc, on ne se rend pas compte l'impact qu'on peut faire même avec un tout petit peu d'effort. Et maintenant, c'est une entité qui existe depuis 9 ans et demi et qui travaille maintenant avec l'Union européenne, qui a réussi à faire de l'impact durant le Covid, qui a réussi à construire une école en IT, etc. Donc, si on commence tout petit, on peut arriver loin et surtout ne le faites pas tout seul. Trouvez d'autres personnes qui sont intéressées à générer le changement et si vous ne les trouvez pas, commencez à faire et je suis sûre que les gens vont venir se rajouter à vous parce que chaque personne a une histoire à raconter et a des choses à faire qui peuvent générer un impact positif. Donc, attendez pas, engagez-vous. Merci Merci beaucoup. beaucoup. C'est ainsi que s'achève notre interview. Inès Yabar, merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à Rentosa et Elisa. Ok. Merci Merci. beaucoup.